5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonsoir, bonsoir, est-ce que vous êtes en forme ? Même pas peur TV, c'est désormais une web TV à l'échelle de l'Île-de-France. Oui, et aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine à Saint-Cloud. Alors même pas peur TV, c'est du reportage, c'est du décalé, c'est du grinçant par moment, car le handicap ne rime pas forcément avec tristesse et morosité. Mais surtout avec RQTH et chômage. Oui bon Luisa, on vous a dit grinçant mais pas réaliste s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est même pas peur TV ? C'est un plateau avec des invités de prestige. Et surtout avec des invités qui sont venus sans être payés. Et ça nous arrange beaucoup, même pas peur TV. Et il y a un dernier plateau, cinéma média et handicap. Et avec un handicap primordial. Ah bon ? Celui de tenir un timing avec des gens qui sont plus bavards les uns que les autres. On s'en fiche un peu, de toute façon je suis maître du temps et après on coupera tout en post-production. Ah, ça c'est beau la manipulation. Et donc pour notre dernier plateau cinéma, média et handicap, nous sommes heureux d'accueillir... Gabriel, vous n'avez pas demandé à nos personnalités politiques si elles allaient se présenter au présidentiel. Parce que vu que là tout le monde se présente et qu'il va y avoir plus de candidats que d'électeurs, peut-être qu'on avait 3 en plus. Non. Luisa, neutralité politique de Même pas peur TV. Pardon, autant mais quand même, imaginez un président qui roulerait avec un Premier ministre qui verrait rien. Ça serait cool, non ? Bon, incroyable. Allez, bref. Je disais donc, nous sommes heureux d'accueillir Julien Richard Thompson, écrivain, syndicat des gens du cinéma en situation de handicap, et je pense que vous présenterez plein de choses. Il a 10 000 casquettes, voilà. Raphaël Valenti, comédien de voix, très bien. Audio description, enfin vous parlerez un petit peu de tout ça. Anthony Martin-Miss, animateur Sud Radio et sans doute beaucoup plus. Manon Collin, donc Partira de production. Et Laura Devoty, actrice. On envoie le dernier micro-trottoir ? Allez, c'est parti. Gérard, jingle. Non, mais on n'a pas de Gérard dans l'équipe. Ouais, c'est moi qui lance les jingles. Luisa, vous savez que c'est comme ça qu'on fout en l'air le statut des intermittents du spectacle. Oui, mais je ne Vraiment, pas Gérard. C'est une façon de parler. Gérard Jingle, c'est un hommage à Ardisson. Enfin, vous voyez, bon. Ouais. Allez, balancez Gérard Jingle. Êtes-vous capable de citer le nom d'un comédien ou d'une comédienne française en situation de handicap ? Eh ben, ma foi, non. Non. Pas du tout. Bien, il y a toute la troupe qui a joué dans quelque chose en plus. Non. Non. Vous êtes aveugle. Comment faites-vous pour comprendre et imaginer un film au cinéma ? C'est compliqué quand on ne se trouve pas dans cette situation. C'est pour ça qu'on veut. Avec l'audio description. Avec l'audio descriptif visuel très poussé. Ça existe, ça sur Netflix, ça existe déjà. Voilà. Par l'environnement sonore, j'imagine. Vous êtes réalisateur ou réalisatrice. Vous tournez un film avec un personnage autiste. Vous engagez un acteur ou une actrice professionnelle non autiste ou autiste ? Un comédien autiste, pourquoi pas ? Parce qu'il faut leur donner aussi leur chance. Un comédien autiste, ça me semble. Il aura besoin de se focuser que sur son rôle en tant que tel. Un comédien autiste. C'est une manière de le faire participer, c'est aussi un hommage pour eux. Enfin, faut engager un comédien autiste. Et pourquoi ? Parce qu'il faut les visibiliser et qu'il y a besoin d'avoir ce type de personnes dans ce type de métier aussi. Non, un comédien autiste. Et pourquoi ? Parce que il saura de quoi il retourne vraiment. Non, quelqu'un qui attend de troubles autistiques pour leur donner de la place et de la visibilité. Comme les autres plateaux, une réaction en 1000 phrases sur ce que vous venez d'entendre sur ce micro-trottoir. Je ne sais pas faire des petites phrases.
Mais alors, sur ce qu'on a entendu, non, mais par exemple, je note que les gens connaissent l'audiodescription, ce qui est quand même pas mal. Ça progresse. Et puis après, est-ce que les gens connaissent des acteurs ou des actrices en situation de handicap? Un petit peu moins. Les gens citent quand même la comédie d'Artus, mais c'est vrai que on a justement un déficit un petit peu de vedettes, de gens connus qui seraient handicapés. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc finalement, c'est pas étonnant qu'on n'arrive pas à en citer quand on est peut-être pas très cinéphile ou voilà. C'est pas parce que vous mettez des points-virgules dans votre phrase qu'on n'a pas l'impression que c'est un paragraphe. Hein. Il y a beaucoup de travail là. Ouais, c'est chaud là. À quel niveau? Sur les représentations. Ouais. Et puis que la seule comédie citée, c'est un petit truc en plus, ça dit quelque chose et c'est un peu problématique, à mon sens. Moi, ma petite phrase, c'est l'inverse. J'ai trouvé super que la plupart des personnes interviewées aient répondu une personne autiste dans le rôle d'un personnage autiste. Donc, c'est la première réaction que j'ai eue. Ça m'a fait plaisir. Et j'étais contente aussi, évidemment, puisque ma spécialité, c'est l'audiodescription, de voir qu'il y a des gens qui commencent à connaître cette technique. Donc, bravo à eux. Je vous dirais qu'à l'image de la vie politique, qui n'est pas acteur en situation de handicap? C'est plutôt ceux-là qu'il faudrait chercher. Alors, Julien Richard Thompson, on vous a rencontré il y a quelques semaines avec le comédien Charles Peccia-Galetto lors d'une rencontre très agréable. Gérard Jingle. C'est bien, Luisa, c'est bien. Vous les aurez, vos cachets. Hein. Mais tu me disais, c'était pas exactement un syndicat ou je sais pas. Non, c'est simplement qu'on est une association professionnelle. On a une vocation syndicale, mais on n'est pas répertorié officiellement par le ministère du Travail comme un syndicat. Ok. Alors moi je suis Julien Richard Thompson, je suis réalisateur en situation de handicap, producteur, auteur, scénariste. J'ai fondé en 2019 le syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap, donc le SPCH. On va parler aux professionnels, on va leur dire que c'est bien de penser à faire un cinéma inclusif dès l'écriture d'un projet, dans tous les postes. Donc en fait c'est ce qu'on leur dit, on fait de la sensibilisation, on essaye de faire bouger les lignes, de faire bouger les mentalités dans le cinéma. Alors moi c'est Charles Peccia-Galetto. Donc, je suis comédien. Alors j'ai un handicap physique, mais bon bref, je fais avec. Mon plus grand fait d'armes, c'est d'avoir joué le rôle principal dans le film Mon Inséparable d'Anne-Sophie Bailly. Et je continue, bon gré mal gré, mon parcours de comédien. Faire carrière au cinéma, de toute façon, c'est compliqué, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas. On sait tous que faire un film, ça coûte des millions d'euros. C'est aussi un investissement pour les gens qui vont produire le film. Et donc, eux, ils ont besoin d'être rassurés. Et malheureusement, quand on est handicapé, il y a plutôt les petits voyants rouges qui s'allument. Le producteur se dit, danger. Donc, on a 2 fois plus à convaincre. Avec le handicap que j'ai, qui est le syndrome de la Tourette, j'ai pris conscience, en fait, que j'étais handicapé par la difficulté de m'insérer dans mon métier. C'est de là qu'est née ma volonté de militer pour l'inclusion, pour un cinéma plus diversifié et de créer le SPCH. Souvent, ce que les réalisateurs cherchent, c'est des gens, entre guillemets, normaux, quoi. Moi, je peux pas marcher tout droit, par exemple. J'ai une démarche particulière. Ce que je voudrais, c'est que le handicap soit présent dans le film, mais ne soit pas le sujet du film. Que ce soit un élément dramatique comme un autre. Mon coup de gueule, c'est de me bagarrer contre toujours cette assignation à résidence. On voudrait toujours qu'on soit en témoignage de sa propre existence. Dans chacun de mes projets, je souhaite engager des personnes handicapées devant et derrière la caméra. J'écris des rôles pour des personnages handicapés, mais je ne mets pas forcément le handicap au cœur de mon intrigue, ce qui m'est reproché. Aussi, je voudrais dire que les rôles de personnes en situation de handicap, c'est mieux que ça soit joué par une personne qui est dans cette situation. Parce qu'il y a déjà peu de rôles pour nous dans le cinéma. Si en plus c'est volé par quelqu'un de, entre guillemets, valide, on fait quoi après nous ? S'il y a besoin d'aménagement sur plateau, c'est financé par la GFIP et donc il y a des moyens pour compenser le handicap. Et comme disait Artus, souvent les personnes handi sont beaucoup moins chiantes parce que on se dit on a beaucoup plus à prouver et on fait beaucoup moins chier le monde, quoi. Un tournage, c'est quelque chose qui se passe sur quelques semaines, dans différents lieux, etc. C'est plus compliqué aussi d'aménager un poste sur un tournage que d'aménager un poste
dans un bureau. La GFIP a sorti un chiffre qui est d'à peu près 25 000 personnes handicapées qui travaillent dans les métiers de la culture. Donc dans le cinéma, il y a sans doute quelques milliers de personnes, mais c'est encore très insuffisant. Et donc il y a des personnes qui disent qu'effectivement le verre est à moitié vide. Mais comme je suis optimiste, je vois le verre à moitié plein. Et je pense qu'on est sur la bonne route pour avoir un cinéma plus divers, plus diversifié, plus inclusif. Dernièrement, j'ai joué dans un film d'Alison Wheeler qui s'appelle « Ce que l'amour me doit ». Cet été, je tourne dans un court-métrage produit par Partir 2 Productions. Mon actualité à moi, ça a été, et celle du SPCH, là, toute récente, ça a été d'organiser les écrans inclusifs au Festival de Cannes sur l'inclusion dans les métiers du cinéma. Et puis récemment, le bouquin qui est là, qui fait le tour un peu de la question sur où est-ce qu'on en est de l'inclusion, aussi bien une personne handicapée. Il y a besoin de se dire c'est possible parce qu'il y a un tel qui y arrive. Et puis les professionnels, eux aussi, ils ont besoin de voir que d'autres ont déjà testé l'inclusion sur leur plateau et ça s'est très bien passé. Il faut avoir le feu sacré. Et ça, c'est pour tout artiste. Si on n'est pas convaincu qu'on est là où il faut persévérer. Est-ce que ce feu sacré, vous l'avez encore? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes déçu, vous êtes dans des impasses, vous dites on ne va pas y arriver Je crois que tous les gens qui sont encore dans ce métier et tout, ils ont forcément le feu sacré, sinon ils seraient chez eux, là, ils seraient pas sur le plateau. Là. Moi j'ai encore le feu sacré, même si ma carrière a été très compliquée. J'ai bien avancé et c'est vrai que j'ai pas du tout pu atteindre les objectifs que j'avais. J'ai jamais pu sortir un film en salle, j'ai jamais pu trouver un producteur qui me fasse vraiment confiance sur un vrai budget. J'ai fait des petites choses, des documentaires, des mini-productions, des micro-budgets, etc. Mais c'est vrai que c'est un parcours plus compliqué quand on a un handicap. En plus mon handicap est bizarre. C'est pas scientifique ce mot, mais la réalité c'est qu'un syndrome de la Tourette, ça fait un peu peur, c'est un peu moins identifiable. C'est pour ça que j'annonce mon handicap quand j'ai un rendez-vous. Mais c'est vrai que voilà, ça a été une barrière quand même. Donc on a beau avoir le feu sacré, on a quand même quelques désillusions. Après, c'est pas que pour les personnes handicapées. Je pense que c'est un métier très difficile. Mais c'est vrai, voilà, comme disait Charles, il faut persévérer. Alors, on pourrait penser quand même que le cinéma, qui est un milieu de création, qui est un milieu d'ouverture, n'aurait pas de difficulté avec le handicap. Pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation-là? Je sais pas. Enfin, moi, quand j'ai eu mon gros problème qui a comporté que j'aille un handicap, mon agent m'a dit ne le dis pas parce que sinon on ne travaille plus. Et de là, j'ai essayé de trouver d'autres choses à faire dans mon travail. Donc je me suis dirigée vers la voix off et le doublage, etc. Mais bon, c'est vrai ce qu'il dit parce qu'en effet, c'est un problème d'assurance. Alors, les producteurs, ils ont besoin d'assurer le film et quand on a un problème de santé majeur, qu'il soit, les assurances ne prennent pas en charge ou ils augmentent énormément les primes. Il y a tellement encore beaucoup de barrières à abattre. Moi, je trouve qu'en plus, en France, on est un peu en arrière par rapport à d'autres pays sur ça. Parce que le journal télévisé dans plein d'autres pays au monde, il est fait avec des sous-titrages pour malentendants, etc. Ici, ça commence à peu près sur quelques chaînes, mais en règle générale, il n'y a pas ça. Il y en a plein d'autres exemples. Manon, pourquoi encore autant de problèmes dans le cinéma avec le handicap? Pourquoi les comédiens, on les connaît pas déjà? On parle que d'artistes, donc c'est-à-dire d'un réalisateur, d'un comédien. Pourquoi est-ce qu'on voit pas plus de représentation du handicap dans le cinéma? Pourquoi aujourd'hui, j'ai pas posé la question, mais est-ce qu'il y a combien de comédiens en situation de handicap qui vivent de leur art, quoi? Très peu, en réalité, et c'est un vrai problème. En tant que productrice, je me pose beaucoup de questions en ce moment, parce que donc, nous, notre but, c'est de travailler majoritairement avec des personnes en situation de handicap, que ce soit chez les comédiens, comédiennes ou chez les chefs de poste. Et en fait, il y a aussi cette question de quand on donne un rôle à quelqu'un qui est en situation de handicap, donc certes, cette personne va travailler pendant un temps, quel est son avenir professionnel après, sur le long terme? Elle va avoir besoin d'argent pour vivre ensuite. Et on sait très bien que des productions comme Un petit truc en plus, ces comédiens, ils ont vécu le succès qu'on connaît pendant 1 an, 2 ans peut-être, je ne sais pas les chiffres exacts. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour ces comédiens concrètement? Et donc ça, c'est une vraie question en fait. C'est qu'on ne peut pas prendre un comédien, on ne peut pas prendre un technicien sur une production et puis lui dire salut, tu as rendu service à mon œuvre. Puis maintenant, tu vas partir. Et ça, c'est une vraie question aussi. L'accompagnement sur le long terme dans l'emploi, dans le milieu du cinéma, et aussi la rémunération.
c'est un vrai sujet. Moi, je vois beaucoup d'artistes en situation de handicap qui me disent « Ah non, mais moi, j'ai été sur une production pas rémunérée, j'ai fait un projet bénévole parce que je suis en situation de handicap et que de toute façon, personne veut de moi et que si je veux faire ma bande démo, si je veux ceci, il faut que j'accepte ça. » En fait, ça, c'est pas possible, en fait. Le travail des gens a de la valeur. Et donc ça aussi, ça c'est un vrai problème. Et je crois aussi, c'est que comme ces personnes ont moins facilement de l'emploi, que quand on les engage sur nos productions, de un peu mieux les payer. Parce qu'on sait qu'après, ça va être très, très, très compliqué. Et aussi, faire en sorte de pouvoir les réengager sur d'autres projets. Enfin, en tous les cas, nous, chez Partir Radio Production, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Ça veut dire qu'on considère des comédiens en situation de handicap comme des, je mets vraiment les guillemets, des sous-comédiens, puisqu'on ne les engage pas? Alors, moi, de mon point de vue, pas du tout, mais je pense que oui, c'est ça. Enfin, c'est que. J'ai poussé un peu le bouchon. Hein. Je pense que oui, dans le cinéma là aujourd'hui, on en est un peu là, quoi. Et puis on s'imagine pas que justement un comédien en situation de handicap peut effectivement dans un film jouer son handicap, mais peut aussi jouer n'importe qui, n'importe quoi. En plus, on a beaucoup apparenté l'emploi de comédiens et comédiennes en situation de handicap à des films sur le handicap. Et en fait, ça, c'est bon, c'est stop. Il y a eu plein de films sur le handicap, c'est très bien, voilà. Maintenant, en fait, il faut qu'ils puissent faire leur métier comme tout le monde, c'est-à-dire jouer la comédie, avoir des rôles dans des films. Quelle est votre opinion aujourd'hui sur justement cinéma handicap, les progrès à faire, les blocages, les freins, on en est où là aujourd'hui? Alors une fois de plus, moi je suis contente parce que ça avance, même si moi aussi j'ai du mal à me faire entendre avec mon projet qui est complètement dédié à l'audiodescription, Zeugma Concept. Mais je trouve que ça avance et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans le micro-trottoir, enfin des gens répondent le bon mot. Moi j'ai fait 1001 micro-trottoirs où on demandait ce qui était la différence entre l'audiodescription et le sous-titrage. Bon, tout le monde sait ce que c'est que le sous-titrage. Presque personne ne savait ce qu'était l'audiodescription. Donc moi, j'ai envie d'aller vers le positif. J'ai envie d'y croire et je vais me battre pour ça. Et c'est même pas me battre, en fait. Je continue. Voilà, le sourire aux lèvres. Et on va y arriver. Ouais, on était surpris quand même agréablement que, effectivement, les gens connaissaient l'audiodescription. Ouais. C'est génial. En plus, si vous saviez à quel point c'est passionnant. À côté de ça, on voit pas beaucoup de films en audiodescription. Si, de plus en plus. De plus en plus. Alors moi, le seul bémol que je mettrais dans les audiodescriptions de plus en plus nombreuses, sur les plateformes notamment, c'est la voix de synthèse. Je peux pas. Je suis comédienne déjà, mais pas que. Je travaille pour des personnes qui ne voient pas. Et je trouve ça tellement insolent de donner des voix de synthèse à des personnes qui voient pas. Non, je suis pas d'accord. Ça, c'est vraiment le truc qui me gêne. Mais vous savez, mon fils, jeune réalisateur, on lui a fait son audiodescription, donc à deux, voyant et non-voyant, pour un petit court-métrage. Et c'est même pas un réalisateur connu. Mais vous voyez, rien que ça, c'est vraiment le pas en avant dans tous les domaines de l'audiovisuel et du cinéma. Anthony Martin-Miss, à vous. Vous n'êtes pas un homme de cinéma, vous êtes plutôt un homme de médias avec un parcours incroyable, une forte personnalité. Anthony, combien vous avez de coups de gueule par heure? Non, c'est pas une question de coup de gueule. C'est juste que j'ai la possibilité d'avoir un micro, et quand j'ai un micro et que j'ai des choses pas trop connes à dire, j'essaye de les dire. Mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Et il peut m'arriver aussi de dire des choses complètement stupides. Dans les médias aujourd'hui, y a-t-il beaucoup d'animateurs, de techniciens, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier tous les gens qu'on ne voit pas, des personnes qui sont en situation de handicap qui travaillent dans les médias? Non, et je vous dirais en fait que c'est la réponse que j'aurais pu vous faire pour le cinéma. C'est exactement la même question. Moi aujourd'hui, je fais de la radio et de la télévision. J'ai la chance aujourd'hui d'être animateur, donc où on me confie une tranche horaire. Je ne suis pas chroniqueur. Alors il m'arrive de le faire sur des débats politiques particulièrement, mais cette chance que j'ai, on est très peu à l'avoir, extrêmement très peu. Et la question de la représentation dans les médias, elle est analogue, je le disais, à la représentation des acteurs en situation de handicap dans le cinéma ou à la télévision dans les téléfilms, sachant que l'ARCOM nous dit que 0,8% des programmes diffusés traitent de la question spécifiquement du handicap. Alors que notre population en situation de handicap est estimée entre 17,9 et 18,2 millions de personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que c'est plus de 20% de la population, presque un tiers de notre population. Est-ce qu'on doit continuer à accepter cela? Je ne crois pas. En tout cas, moi j'ai envie de continuer à taper dans les murs et à ouvrir des portes bien enfoncées, parce que j'ai cette possibilité et j'espère bien ouvrir la voie à d'autres qui auraient envie de prendre le micro sur des médias nationaux.
Et donc à Sud Radio, vous avez quelle émission, quel horaire? Parce qu'effectivement, si on a envie d'écouter... J'ai une émission qui s'appelle Faut que ça change, qui est le samedi soir à 20h30, juste avant le rugby. Alors on pourrait penser que c'est un horaire un peu mal positionné, au contraire, puisqu'en fait les gens se connectent pour le rugby. C'est là où on fait les plus grosses audiences. Donc de façon très opportune, je m'y suis inséré avec l'appui de notre directeur général qui a eu le nez fin. Je tiens aussi à préciser le positionnement de Sud Radio, parce que j'entends tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi sur Sud Radio. Ce n'est pas une radio de facho ni d'extrême droite, sinon je n'y serais pas. C'est juste des étiquettes qui nous sont collées par des médias concurrents qui n'acceptent pas qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont. Comme sur la question du handicap, trouvons-nous normal que Sud Radio aujourd'hui soit une radio privée, nationale, généraliste, et qui soit la seule du paysage audiovisuel français à donner la parole à la question du handicap? Moi, personnellement, je ne le trouve pas, je ne le crois pas. On a un service public qui est particulièrement doté en matière de médias radiophoniques. Pourquoi une émission comme la mienne n'existe pas sur le service public? J'en appelle de mes vœux, je veux de la concurrence, parce que c'est aussi ça qui nous fera progresser. Et puis, c'est pareil à la télévision. Comment se fait-il que ce soit la chaîne de Michel Simès avec France Télévisions, mieux, la chaîne sur laquelle j'officie, qui aujourd'hui a encore une fois le seul programme qui parle de handicap de façon aussi décomplexée et didactique. Et les combats, je crois que vous connaissez, parce que vous n'étiez pas tout le temps animateur, vous avez eu une autre carrière avant. Effectivement, la question du journalisme, de l'animation, c'est quelque chose qui m'est venu il y a 4 ans exactement, quand je suis parti tendre un micro aux candidats et aux candidates aux élections présidentielles avec, à l'époque, mes amis Didier Roche et Thibaut de Martin-Prey, qui sont 2 entrepreneurs non-voyants remarquables. Et il fallait qu'on pose cette question avec une marque qui s'appelait En Débat, le handicap en débat. La question de quelle est la place que vous voulez donner au handicap dans votre programme. Et depuis 2 ans, je suis vraiment parti dans ce métier. Et surtout, là où vous voulez en venir, mes combats, je suis judoka paralympique. J'ai été en équipe de France pendant pas mal de temps. D'ailleurs, je vous invite, parce qu'à partir de la rentrée, on va lancer une déclinaison de Faut que ça change en politique, et Faut que ça change dans le sport. Alors, ce seront 2 nouvelles émissions en politique, avec une émission en public, peut-être qu'on fera d'ailleurs un travail avec Même pas peur TV, où on invitera chaque mois une personnalité du champ politique à venir s'exprimer, à répondre aux questions des citoyens et des citoyennes et des représentants associatifs. Ce sera radio et télédiffusé. Et puis dans le sport, ma vocation est de faire en sorte qu'avec 2 grands noms, Nelson Montfort et Philippe Candeloro, du commentaire télé, eh bien, parler du sport, du parasport et du sport adapté au même niveau. On ne peut pas continuer à créer une catégorie du parasport et du sport adapté en les considérant pas comme étant des sportifs à part entière. Ils transpirent de la même façon. Moi, je vais vous dire, quand vous me faites chier, je dis pas que vous me faites parachier. Oh. Je ne rajouterai rien à ça. Alors justement, on parlait de pouvoir vivre de son art ou de sa technique artistique quand on a une situation de handicap. Il faut savoir que chaque année, Audience organise à Bastille, à l'Opéra Bastille, il y a donc un forum emploi avec beaucoup d'employeurs et des grandes institutions culturelles. Même pas de peur TV est allé les rencontrer et on voulait un petit peu faire un micro-reportage mais façon cinéma, un petit peu en hommage effectivement à votre univers. Donc Gérard Jingle. Ça va? Ouais, on va dire ça. Ouah, scène, là t'es au top du moral. Ouais, ça va, Lina, n'en rajoute pas. Non mais attends là, qu'est-ce que t'as encore? Bah, y a que j'ai 42 ans, je suis écrivain et sans boulot. Et marié avec moi, accessoirement c'est pas mal, non? Oui, excuse-moi, mais j'en ai marre du chômage. Pas très original pour un artiste, non? Bah, je t'y verrai, toi, t'es tranquille, t'es prof. Eh oh, c'est pas moi qui choisis d'être écrivain. Et t'es pas tout seul dans ce cas. Ah bah ça, génial, bah ça me rassure. T'es chiant. Ouais, c'est ça, et mon handicap, c'est chiant aussi. Ouais, et puis artiste en situation de handicap, il y a tout ce qu'il faut pour y arriver. Bah arrête alors. Fais un autre boulot. Arrête de te plaindre tout le temps. Mais au fait, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Bah là, tu vois, il y a un forum pour les gens qui sont en situation de handicap et qui veulent travailler dans la culture. J'ai vu ça sur Internet, c'est Audience qui organise ça. Audience?
Connais pas. Tu sais, il s'occupe de la protection sociale des gens qui sont dans le spectacle. Ouais, ok, et Et tu sais, il y a plein d'entreprises qui viennent avec des offres d'emploi et qui donnent des bons conseils. encore des conneries, ça sert à rien tout ça. Et puis les boîtes aussi viennent ici pour se donner bonne conscience. T'es chiant, tu m'énerves. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. T'es con, ma parole, mais reste là avec ton scénario de merde. Moi, je me casse. Non, Mélina, reste là. Je te jure, je suis fatigué. Ah, je te préviens, c'est la dernière fois. Sinon... Ouais, mais ton forum, c'est nul. Chut, qu'est-ce que je t'ai dit, là? Je t'ai dit, tu y vas, tu prends les infos, et ensuite on verra. Ça, c'est le deal. Bon, ok, mais si c'est nul, on se casse. On reste pas longtemps. D'accord, si c'est nul, on s'en va. Mais quand même, l'Opéra Bastille. À Seine, à l'Opéra Bastille, t'imagines? Ouais, à Seine, comme agent d'entretien, à l'Opéra Bastille. Pas beaucoup d'imagination, les écrivains. Bon, allez, on y va. Ah bah, en plus, t'as pris mes CV. T'as pensé à tout. Vas-y, prends-les. Faut penser à tout avec toi. J'ai des études littéraires et à part écrire, voilà, c'est un peu ce que je sais faire. Nous, on va plutôt vous poser des questions justement. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Qu'est-ce que vous recherchez vous? Parce que du coup, vous êtes écrivain, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous aimeriez découvrir? Nous, on éclaire l'actu par les archives. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez effectuer, par exemple le travail de journaliste? Je trouverais pas vraiment dans mon domaine et puis en fait, je vois que vous proposez quelque chose d'intéressant, donc j'aimerais bien. Donc, je vous ai laissé mon CV. Ouais. Après, je suis prêt à faire autre chose, mais que ça reste à peu près proche. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est vous accompagner dans le dépôt de vos œuvres. Si vraiment vous cherchez un poste pour travailler, en effet, pour avoir un job différent, on va être sur des postes administratifs. Je suis écrivain. D'accord. Et en fait, ça ne marche pas trop pour moi en ce moment. Je trouve pas de boulot. Et si effectivement ça semble difficile en fait côté écriture, il y a quand même d'autres. Vous avez quand même des compétences en fait où vous allez pouvoir exploiter cette compétence d'écriture qui sont exploitables sur des postes qui sont peut-être pas obligatoirement l'écriture d'un livre, quelque chose comme ça. Voilà, mais ça va vous permettre effectivement de pouvoir postuler en fait à l'intérieur de France Télévisions. Si on développe le projet ensemble, on voit comment on adapte le travail en fonction du handicap que vous avez, quoi. Comment ça se passe chez UGC? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Vous pouvez nous envoyer le CV de votre scénario développé directement par mail. Nous, on le transférera à notre service développement. Et vous pouvez également candidater sur des rôles de première as réal, de script, sur nos productions. Alors, t'es resté 2 heures, c'était vraiment chiant. Oui, alors, hein, t'es contente, t'as gagné ton pari? C'est pas une histoire de Paris, c'était intéressant ou non? Ouais, c'était bien, j'ai eu 2-3 rendez-vous, France Télé, et puis j'ai même un rendez-vous la semaine prochaine. Génial! Bon, c'est pas directement ce que je recherchais, mais au moins j'ai des pistes. Bah voilà, t'as au moins ouvert des pistes, c'est ça qu'il fallait. Lina, Oui? merci. Pas de quoi? Scène finale, extérieur, jour. À Seine. Lina? Oui, à Seine. Merci. Lina, de rien. Je l'ai peut-être fait un peu trop dépressif, mon personnage. Bon, pourquoi pas. J'envoie ça en audience, on verra bien. Raphaël, parlez-nous des affiches parlantes.
En quelques mots. Avec volontiers, j'ai envie de dire. Avec volontiers. Oui, c'est mon expression. C'est du bon français. Oui. Et ben voilà, exactement. L'audiodescription, c'est parler français, aller chercher les bons mots pour pouvoir traduire une émotion à une autre personne, à un autre cerveau. Et il se trouve que cette technique permet aux personnes aveugles et malvoyantes de suivre une œuvre de la même manière qu'une personne voyante, avec même, j'ai envie de dire, un peu plus d'informations. Parce que nous, on va aller chercher dans le travail d'écriture, on va... décortiquer le travail du réalisateur ou de la réalisatrice pour aller chercher la moindre intention, pour pouvoir la traduire ensuite avec nos mots, d'où la langue française. Et ensuite, on va rédiger un texte qui va être enregistré et mixé avec l'œuvre originale. Et moi, je suis allée plus loin. Moi, je me suis dit, à force de traduire en mots les affiches de films notamment que je voyais dans la rue à Aziz Ogaghi. Un jour, je lui ai dit, mais en fait, il y a des affiches partout, il y a de la communication absolument partout autour de nous, mais toi, tu es aveugle et tu ne sais pas. Et donc, à force de lui décrire ces affiches de films, on s'est dit tous les deux, et si on en faisait un concept pour tout le monde? De là est né le concept donc des affiches parlantes, portées par Zeugma Concept, ma société. Mais mon ADN, c'est ça, c'est d'aller travailler en binôme, voyant, non-voyant, sur une image fixe, qu'elle soit du cinéma, de la politique, afin que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information, en fait. Que ce soit une information émotionnelle ou purement informative, on va dire, mais c'est logique, c'est normal, c'est ça l'inclusion, c'est ça une société qui pense à tout le monde. Donc les affiches parlantes, c'est très simple, mais c'est aussi une volonté d'insertion professionnelle, parce que mes auteurs sont voyants et mes auteurs sont non-voyants. On travaille ensemble. Tu voulais nous parler, dis-nous un petit peu ce que tu es en train de faire. Je voulais aussi parler du combat du SPCH, du syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap. On a remis des préconisations, des propositions à la commission culture et handicap. Les sujets de la culture sont sur la table, sur cette conférence. Et donc nous, on a amené quelques idées. Et il y a quelque chose qui fait un peu consensus parmi les gens sensibles à l'inclusion, c'est d'assouplir et d'adapter le régime des intermittents et de mieux adapter aussi avec les aides comme la hache aussi. C'est un sujet vraiment important parce que si on n'avance pas sur des choses comme ça, on n'aide pas concrètement l'inclusion et l'insertion professionnelle des personnes, quoi. Super. Gabriel, juste avant de vous quitter, savez-vous ce que fera un Premier ministre non-voyant à un président en fauteuil? Non, en tout cas, je sais que ça va être cool. Oui, ça va être cool. Avec sa canne, il lui mettra des bâtons dans les roues. D'accord, super. Bon, on arrive bien sûr à la fin de cette émission. Et je voulais accueillir la personne qui a mis en œuvre, qui a permis de mettre en œuvre cette émission et qui va faire plein de remerciements. On accueille Cyril Alphon. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Vraiment, c'est chouette parce que vous êtes notre regard, notre retour et on a besoin d'avoir tout ça pour savoir si ce qu'on fait est bien, très bien, mauvais. Non, pas mauvais. J'ai des personnes à remercier. D'abord, moi, je suis bénévole dans ce magnifique projet. Bénévole, c'est un mot dont je connaissais bien sûr la définition, mais dont j'ai appris le sens en 2 ans depuis que je suis dans ce projet, en côtoyant toute l'équipe et en côtoyant toutes les personnes qu'on a rencontrées à travers les reportages. Et je vais d'abord remercier les gens du théâtre. C'est important parce qu'ils ont été présents tout au long de cette aventure. Vous avez vu Nicolas Dussard, il y a aussi Sofia Sanda-Sanami et Samuel Songis, le responsable technique. J'aimerais qu'on les applaudisse très très fort. Je vais bien sûr remercier Monsieur le maire Éric Berdoati ainsi que sa directrice de cabinet Valérie Liva, car sans eux nous ne serions pas là aujourd'hui. Ils ont été à l'écoute et d'un soutien sans faille de tous les moments, vraiment. Il est absent aujourd'hui, mais ça a été un interlocuteur de très grande qualité tout au long de la préparation de cette émission. C'est Monsieur Simon Azaïs qui est responsable de la santé et du handicap à la mairie. Monsieur Vincent Jacquet, que vous avez eu ici, qui était parmi nous, dont vous avez vu l'interview et qui est intervenu sur le plateau, qui est adjoint au maire et délégué à la santé et au handicap. Merci à Gwenaëlle Goé, directrice du pôle culture, qui nous a permis de concrétiser rapidement notre projet d'émission
à Madame Ségolène Delarmina, la première adjointe au maire, qui est déléguée à la culture et au patrimoine, et à Marie Sangoire. Je voulais ensuite remercier notre plateau politique, car malgré leur agenda surchargé, ils nous ont honorés de leur présence aujourd'hui. Pierre Denisio, Vincent Julet, Sébastien Pétavy, vraiment merci à eux. Merci à nos amis de Culture Relax qui sont dans la salle, Pascaline, Françoise, Carole, Anne-Charlotte Dame qui était sur le plateau. Merci à Marion Collin de Partir à deux productions, d'avoir dit oui et de m'avoir présenté Laura. Laura, merci pour ta présence, celle qui fait parler les affiches. Merci Maraf, tellement heureux de t'avoir enfin reçu pour une première fois sur ce plateau. Anthony Martin-Miss, merci pour tes belles paroles et merci, j'ai beaucoup d'admiration pour toi et tu le sais parce qu'on en a parlé, et merci pour ce que tu fais dans le monde du handicap. Et puis la prochaine fois, c'est toi qui nous invites. Julien Richard Thompson, président de syndicat, écrivain, réalisateur, les écrans inclusifs, on te souhaite de continuer longtemps ce parcours inspirant. J'aimerais une grande ovation parce qu'elle est devenue exprès de Belgique, c'est Sarina. Ta musique, tes chansons, ta présence ont illuminé cette émission. Et merci à ta maman et à ton manager de père, Simon. J'aimerais remercier Bacta Lavaux de l'agence Oriane de la région Île-de-France. Merci à l'équipe de l'AELI du Bourget qui nous accueille tous les lundis pour nos comités de rédaction. Et puis j'aimerais juste vous citer quelques prénoms. Ferrugia, Paul, Laura, Dossé, Bernadette, Hassen, Linda, Ryan, Aurore, Kevin, Audrey, Sébastien, Louise, Massy, Suzy et tous les autres. Ces prénoms, ce sont des bénévoles, les bénévoles de Même pas Peur TV. Sans eux, tout cela ne serait pas possible. Tout ce que vous avez vu ne serait pas possible et cette émission ne serait pas possible. Ils sont aujourd'hui à l'accueil, derrière la caméra, à la technique et moi, je les remercie parce que vous êtes une fabuleuse équipe. J'aimerais me remercier l'équipe de La Fabrique, car sans eux, ce projet n'aurait jamais existé. J'aimerais finir par une phrase que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. On est une association de personnes handicapées. Il serait grand temps de savoir ce que l'on peut faire des valides. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Vous retrouverez tous les liens, mêmepapeurtv.com. À très vite. Prochaine émission, logiquement, vers le mois d'octobre. En tout cas, en attendant, portez-vous bien et surtout face au handicap, même pas peur. Jingle.